Mes parents ne sont pas venus à l'enterrement de mon grand-père. Quelques heures plus tard, ils ont posté des photos en train de boire sur une île des Caraïbes, profitons de la vie tant qu'on le peut. C'est alors que j'ai reçu un SMS du téléphone de mon grand-père, « Ma chérie, viens chez moi tout de suite. » Quand je me suis précipité chez lui, ce que j'ai vu m'a fait paniquer. Mon nom est Colin Anderson, j'ai 28 ans. Alors que j'étais complètement seul. Aux funérailles de mon grand-père Vincent, l'homme qui m'a élevé quand mes parents m'ont abandonné à l'âge de 11 ans, ma propre mère et mon père riaient. Et buvaient sur une plage des Caraïbes. Postant des photos avec la légende. Profitons de la vie tant que nous le pouvons. Pas un seul appel, pas une seule fleur, pas même un faux « je suis désolé ». Ils ont choisi les cocktails plus tôt que la tombe de leur propre père. 4 heures plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS du numéro de grand-père, même s'il était mort depuis 4 jours. Il disait, « Colin, c'est Patricia, son infirmière. Viens à Riverside. Meadows, chambre 217. Maintenant, avant qu'il ne supprime tout. Ce que cette infirmière m'a remis dans un sac en toile usé allait exposer la trahison. La plus froide que j'ai jamais vue et transformer les vacances parfaites de mes parents en leur pire cauchemar. Avant de vous dire ce qu'il y avait dans ce sac. Veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous aimez vraiment ce genre d'histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je lis chaque commentaire. Maintenant, pour comprendre à quel point cette trahison est profonde, je dois vous ramener à mes 11 ans, le jour où mes parents ont décidé que je ne valais plus la peine d'être gardé. J'avais 11 ans quand mes parents ont décidé que j'étais trop de travail. Ce n'est pas mon interprétation, ce sont leurs mots. Exact. Ma mère m'a assise à notre table de cuisine à des moines et m'a dit « Colin, ton père et moi divorçons. » Et honnêtement, aucun de nous n'est en mesure d'assumer l'éducation à temps plein en ce moment. Nous pensons qu'il est préférable que tu restes avec grand-père Vincent pendant un petit moment. Un petit moment s'est transformé en 2 ans. Puis ils ont cessé d'appeler. Complètement, ont cessé de rendre visite, ont cessé de prétendre qu'ils reviendraient. Grand-père Vincent vivait à Cedar Falls, Iowa, une petite ville où tout le monde connaissait tout le monde, où la quincaillerie avait encore des planchers en bois grinçant, où les gens saluaient quand ils se croisaient en voiture. Sa maison était une modeste maison à 2 étages avec un revêtement blanc au 523 Oak Avenue. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est de l'atelier derrière la maison. Les outils étaient accrochés sur des panneaux perforés en parfait ordre. L'odeur de la sciure et de la teinture pour bois, le son de sa radio à transistor jouant de vieilles stations country pendant qu'il travaillait. Il m'a tout appris dans cet atelier, comment mesurer 2 fois et couper 1 fois. Comment poncer dans le sens du grain, comment planter un clou droit. Quand j'avais 12 ans, je pouvais réparer un robinet qui fuyait. À 14 ans, je pouvais changer un pneu. À 16 ans, j'ai construit ma première bibliothèque à partir de 0. Mais plus que les compétences, il m'a appris autre chose, que la famille ne se résume pas à ceux qui partagent votre sang, c'est à ceux qui se présentent. Mes parents ne se sont pas présentés. Ni pour ma remise de diplôme du collège. Ni pour mon premier jour de lycée, ni quand j'ai eu mon permis de conduire, ni quand j'ai été accepté à l'université. Grand-père était là pour tout, au premier rang, appareil photo prêt, fier sourire. Nous avions un rituel du dimanche. Chaque dimanche matin à 10 h, je venais. Il préparait des crêpes à partir de 0, les vraies, pas celles en boîte. Je faisais le café. Nous asseyions à sa table de cuisine avec la nappe à carreaux bleus et blancs et parlions de tout, de rien, de la vie. Ce rituel a continué même après que j'ai obtenu mon diplôme universitaire et que je sois devenue institutrice en 4e année à Cedar Falls Elementary, même quand j'ai eu mon propre appartement, chaque dimanche, 10 h, crêpes et café, jusqu'en novembre 2024. C'est là que mes parents sont revenus.
Après 13 ans de silence, un email est arrivé dans ma boîte de réception. Objet. Reconexao. Ma mère a écrit qu'elle et mon père avaient fait beaucoup de thérapie, qu'ils avaient grandi, qu'ils avaient changé. Ils voulaient reconstruire la relation familiale. Ils voulaient surtout passer plus de temps avec papa, c'est-à-dire grand-père Vincent, parce qu'il vieillissait et qu'il avait réalisé combien de temps ils avaient perdu. Je n'en ai pas cru un mot. J'ai dit à grand-père autant, mais il voulait les croire. Il avait 79 ans, son fils le contactait, comment pouvait-il dire non? Je l'ai vu les rencontrer pour le café cette première fois. Je l'ai vu revenir à sa maison avec ce regard attentif et plein d'espoir sur son visage. Il voulait tellement qu'ils aient changé. Et je ne pouvais pas lui enlever cet espoir. Au cours des mois suivants, ils sont venus plus souvent. Ils l'ont emmené chez le médecin, ils l'ont aidé avec les courses. Ils étaient attentifs, concernés. Ils semblaient, en surface, vraiment essayer. Mais de petites choses ont commencé à changer. Notre routine du dimanche matin a commencé à être interrompue. Grand-père me textait, « Ma chérie, je suis fatigué aujourd'hui. Sautons cette semaine. » Ou ma mère me textait, « Colline, ton grand-père a besoin de se reposer ce dimanche. Nous nous occuperons de lui. Concentre-toi sur ton enseignement. » En février 2025, j'avais manqué 4 dimanches d'affilée. Quand j'ai protesté, les SMS de ma mère sont devenus plus insistants. « Colline, il n'est plus aussi jeune qu'avant. Il a besoin de calme. Tu comprends, n'est-ce pas? » J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, mais j'avais confiance que si grand-père avait besoin de moi, il appellerait. Je ne savais pas que ces appels ne passaient pas. Je ne savais pas qu'en juin 2025, je ne saurais même plus où il était. Le 6 mars 2026, à 6h45 du matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Une voix de femme, professionnelle, prudente, est-ce Colline Anderson? Oui. Mademoiselle Anderson, c'est Barbara de Riverside Meadows Assisted Living. Je suis vraiment désolé de vous informer que Vincent Harper est décédé ce matin à 3h20. Les mots n'avaient pas de sens au début. Riverside Meadows, je n'en avais jamais entendu parler. Grand-père vivait chez lui au 523 Oak Avenue. Il y avait vécu pendant 40 ans. Je suis désolé, ai-je dit. Il doit y avoir une erreur. Mon grand-père vit chez lui, il n'est pas en résidence-service. Une pause, puis doucement, Madame, Monsieur Harper est résident ici depuis juin 2. L'année dernière. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Juin, 8 mois. Il vivait dans un établissement depuis 8 mois et je ne le savais pas. Mes mains sont devenues engourdies. Mon téléphone a glissé et je l'ai rattrapé. J'ai vu l'écran se fissurer au coin. Pourquoi ne m'a-t-on pas dit qu'il était là? Pourquoi n'ai-je pas été contacté quand il est tombé malade? Une autre pause, plus longue cette fois. Nos dossiers montrent que la famille a demandé à ce que vous ne soyez pas contacté, sauf en cas de décès. Je suis vraiment désolé, Mademoiselle Anderson. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler pour vous? La famille a demandé. J'étais sa famille, sa seule famille, à l'exception du fils et de la belle-fille qui étaient réapparus 13 mois auparavant. J'ai essayé de parler, je n'ai pu que murmurer, j'arrive. Les 4 heures suivantes ont été un flou. Des appels au salon funéraire, des appels à mon directeur pour demander un congé d'urgence, des appels à mes parents, boîte vocale, les deux. J'ai envoyé un SMS, pas de confirmation de lecture. J'ai envoyé un email, réponse automatique, absent du bureau, nous répondrons dès que possible. À 11h, un email est finalement arrivé de ma mère. Objet, papa.
Le corps de l'email était court, stérile. Colline, nous sommes dévastés d'apprendre pour papa. Malheureusement, nous sommes actuellement en voyage et ne pouvons pas revenir à temps pour les arrangements. Nous avons réservé ce voyage il y a des mois et il n'est pas remboursable. Nous vous faisons confiance pour tout gérer de manière appropriée. Nous vous rembourserons les dépenses. Nos pensées sont avec vous, maman et papa. Je l'ai lu 3 fois en essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi. Deuil, regret, même une tristesse performative. Il n'y avait rien. Juste de la logistique, juste de l'argent, juste la déclaration plate que leurs vacances n'étaient pas remboursables. J'ai vérifié la date à laquelle ils avaient envoyé leur email de planification de voyage en février. Le 22 février, le jour où ils avaient mentionné avoir réservé des vols. J'ai consulté les dossiers médicaux de grand-père que l'établissement m'avait finalement envoyé. Diagnostic terminal. Stade 4, cancer du poumon. Date du diagnostic, 19 février. Pronostic, 2 à 3 mois. Ils avaient réservé leurs vacances aux Caraïbes 3 jours après avoir appris que leur père mourait. Le 7 mars, à 14 h, McGrath Funeral Home. Une petite chapelle avec des bancs. Bois et la pluie qui battait contre les fenêtres. J'avais choisi le cercueil le plus simple qu'ils avaient, car je le payais moi-même. Des tulipes jaunes. Dessus, car c'était ses préférés. 17 personnes sont venues. Des voisins d'Oak Avenue, quelques gars du syndicat des charpentiers où il avait travaillé. Pendant 40 ans, des gens de l'église luthérienne qu'il avait fréquenté, des gens qui le connaissaient à peine, mais ils se sont présentés. Le premier banc avait 2 pancartes, réservées. Je les ai enlevées moi-même avant le service. Personne ne s'y est assis. Je me suis tenu à l'avant et j'ai prononcé une éloge funèbre que j'avais écrite. À 3 h du matin, mes mains tremblant si fort que le papier froissait. J'ai parlé de son atelier, des crêpes du dimanche, de l'homme qui m'avait appris que se montrer était la chose la plus importante que l'on puisse faire pour quelqu'un qu'on aime. Ma voix s'est brisée quand j'ai dit « Grand-père Vincent » m'a appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. J'ai regardé le premier banc vide. Il s'est présenté pour moi chaque jour pendant 17 ans. J'aurais aimé que tous ceux qui l'aimaient puissent se présenter pour lui aujourd'hui. Le service s'est terminé à 15 h 15. Les gens ont défilé, offrant leurs condoléances. Madame Chen d'à côté m'a serré dans ses bras et a pleuré. Le vieux pète du syndicat m'a glissé un billet de 20 pliés dans la main et m'a dit « Pour les fleurs la prochaine fois que tu lui rendras visite. » Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que j'avais déjà dépensé tout ce que j'avais. J'ai marché jusqu'à ma voiture sous la pluie, trempée, engourdie. Je me suis assise sur le siège du conducteur et me suis permis de pleurer pendant exactement 5 minutes, car je devais rentrer chez moi et je ne pouvais pas le faire si je ne voyais rien. Puis mon téléphone a vibré. Notification Instagram. Ma mère m'avait tagué dans une publication. Je l'ai ouverte. L'image s'est chargée lentement sur le faible Wi-Fi du salon funéraire, eau bleue, sable blanc, 2 personnes en maillot de bain tenant des cocktails. Devant un coucher de soleil. Ma mère, mon père souriant. La légende, profiter de la vie tant qu'on peut. Parfois, il faut juste vivre le moment présent. Bénis notre meilleure vie sans regret. Publié à 14 h 15, 15 minutes après le début des funérailles de grand-père. Ils connaissaient l'heure exacte. Je leur avais envoyé les détails du service dans mon email. Ils avaient posté pendant ces funérailles exprès. J'ai fait défiler les photos. 6 d'entre elles. Paris. Voile, bar de plage, snorkeling. Un commentaire de quelqu'un, vous deux le méritez. La réponse de ma mère, la vie est trop précieuse pour être gaspillée. J'ai vérifié la balise de localisation, turc et caïque. J'ai consulté les registres de vol,
information publique quand vous balisez votre emplacement. Aussi spécifiquement. Ils étaient partis le 28 février, réservés le 22 février. Le même jour que l'email, le même jour, 3 jours après son diagnostic terminal. Mon téléphone était toujours dans ma main quand il a vibré à nouveau. 18h10. 1. SMS d'un numéro enregistré dans mes contacts comme « cellule de grand-père ». Vincent. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fixé l'écran. Il était mort depuis 4 jours. Le message disait « Colline, c'est Patricia Simons, infirmière, à Riverside Meadows Assisted Living. Ton grand-père m'a donné ton numéro il y a des mois et m'a fait promettre de te contacter immédiatement si quelque chose lui arrivait. Il t'a laissé quelque chose dans sa chambre, chambre 217. Tu dois venir ce soir. Tes parents reviennent demain matin et ils ont accès à son téléphone, son ordinateur portable, tous ses comptes. Je les ai entendus au téléphone la semaine dernière parler de « boucler les choses » et de s'assurer que rien ne remonte. Quoi que ton grand-père t'ait laissé, ils ne doivent pas le savoir. S'il te plaît, viens maintenant avant qu'il ne supprime tout. Supprimer tout. Boucler les choses. Mes parents n'étaient pas seulement absents. Ils cachaient quelque chose et grand-père le savait. J'ai mis la voiture en marche et j'ai entré l'adresse dans mon GPS. 286 Birch Street, à 15 minutes. J'avais vécu dans cette ville toute ma vie d'adulte. Et je n'avais jamais entendu parler de Riverside Meadows. Le bâtiment était de 3 étages, en briques rouges, un panneau devant. Riverside Meadows Assisted Living, soins compatissants pour les seniors. Le parking était presque vide. Les heures de visite étaient presque terminées. J'ai franchi les portes automatiques. Une odeur antiseptique mélangée à celle du dîner servi quelque part. Lumière fluorescente. Une jeune femme à la réception a levé les yeux. Puis-je vous aider? Je suis là pour voir Patricia Simons. Elle m'attend. Je suis Colline Anderson. La reconnaissance a traversé son visage. Vous devez être Colline. Patricia a dit que vous viendriez. Chambre 217, deuxième étage. Elle vous attend là-bas. L'ascenseur a mis une éternité. J'ai regardé les numéros s'allumer, 1, 2. Digne. Les portes se sont ouvertes sur un couloir au mur bleu pâle et haut. Aquarelles encadrées. La chambre 217 était au bout. La porte était ouverte. Une femme se tenait près de la fenêtre. Peut-être la cinquantaine, une blouse, des cheveux foncés tirés en arrière. Elle s'est retournée quand je suis entré. Colline. J'ai hoché la tête. Je suis Patricia. Sa voix était la même que celle du SMS. Chaleureuse, fatiguée. Elle semblait avoir pleuré. Je suis tellement désolé pour votre grand-père. C'était l'un des patients les plus gentils que j'ai jamais soignés. La pièce était vide maintenant. Le lit défait, les portes du placard ouvertes. La fenêtre donnant sur le parking, une chaise près de la fenêtre. J'ai imaginé grand-père assis là, regardant dehors, attendant. Il parlait de vous tous les jours, a dit Patricia doucement. Chaque matin, quand je venais prendre ses signes vitaux, il demandait si vous aviez appelé, si vous veniez lui rendre visite. Je n'ai pas compris au début. Vos parents ont dit au personnel que vous n'étiez pas autorisé à venir. Quoi? Ils ont dit que vous aviez des problèmes de santé mentale, que voir votre grand-père vous contrarierait, qu'une ordonnance restrictive était en cours de dépôt. La directrice de l'établissement les a crus. Je les ai crus jusqu'à il y a environ 2 mois, quand je suis entré dans cette pièce et que j'ai trouvé votre grand-père en pleurs. Il tenait une photo de vous, une jeune fille en robe de diplôme. Elle a sorti la photo de sa poche, ma remise de diplôme de 8e année.
Grand-père debout à côté de moi, nous souriant tous les deux. Je lui en avais donné une copie il y a des années. Il l'avait gardée. Il m'a tout raconté ce jour-là, a poursuivi Patricia. Comment vous preniez vos petit déjeuner du dimanche ensemble, comment il lui avait dit que vous étiez trop occupé par votre carrière pour lui rendre visite. Comment il vous avait dit qu'il avait besoin de repos et ne voulait pas être dérangé, comment ils avaient bloqué votre numéro sur son téléphone pour que, lorsqu'il essaierait d'appeler, cela ne passe pas. Ma gorge s'est nouée. Je ne pouvais pas respirer. Il m'a demandé de lui promettre quelque chose, si quelque chose lui arrivait, je devais vous donner ça avant que vos parents ne reviennent. Elle s'est dirigée vers un petit placard et en a sorti un sac en toile usé, un surplus militaire. Grand-père l'avait utilisé pour transporter des outils. Elle l'a posé sur le lit. Il l'a caché sous son oreiller. Il m'a fait jurer de ne laisser personne d'autre le voir. Il a dit que vous sauriez quoi en faire. J'ai tendu la main vers le sac. Mes mains tremblaient. Patricia a touché mon bras doucement. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Votre grand-père a vécu ici pendant 8 mois. Pendant tout ce temps, vos parents sont venus. Peut-être 10 fois, toujours ensemble, toujours moins d'1 heure. Il apportait des papiers à signer, des formulaires bancaires, des documents légaux. Il me posait des questions à leur sujet après leur départ. Il ne comprenait pas la plupart d'entre eux. Il disait des choses comme « Pourquoi devrais-je vendre ma maison ? Colline aime cette maison. » Ou « Pourquoi mon compte d'épargne est-il vide ? Où est passé l'argent ?» Elle m'a regardé. Je suis infirmière, pas avocate, mais j'ai travaillé dans les soins aux personnes âgées pendant 20 ans. J'ai déjà vu ça. Exploitation financière, isolement. J'ai signalé mes préoccupations à la directrice, mais vos parents avaient tous les bons documents. Procuration médicale, tout était légal. Il avait un cancer, ai-je dit. Les mots étaient comme du verre. Stade 4, diagnostiqué en janvier. Ils le savaient. Ils étaient avec lui. Chez l'oncologue. Ils ont dit au médecin de ne pas poursuivre un traitement agressif. Ils ont dit que ça ne valait pas la peine de lui infliger ça à son âge. Le médecin a demandé si votre grand-père comprenait. Ils ont dit que oui. L'a-t-il fait ? La mâchoire de Patricia s'est serrée. Je ne crois pas. Il m'a dit en février qu'il se sentait faible, mais les médecins faisaient des tests. Il ne savait pas que c'était terminal. Il ne savait pas qu'il lui restait des mois. Je pense qu'ils lui ont caché ça. Le sac était entre nous, lourd, non pas de poids, mais de sens. Je vous laisse seul, dit Patricia. Prenez votre temps. Je ne dirai à personne que vous étiez ici. Elle fit une pause à la porte. Votre grand-père était un homme bon. Il méritait mieux. Je suis désolé de ne pas avoir pu faire plus pour lui. De son vivant. Mais je peux faire ça. Je peux m'assurer que vous ayez la vérité. Puis elle fut partie. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des lumières fluorescentes et du son lointain d'une télévision venant d'une autre pièce. J'ai ouvert le sac. Des papiers pliés, empilés, organisés avec la même précision que grand-père utilisait dans son atelier. Au-dessus, un document intitulé Procuration financière durable, daté du 15 janvier 2025, 2 mois après le retour de mes parents. Le langage était dense, une terminologie juridique que je ne comprenais pas entièrement, mais l'essentiel était clair, Vincent Harper accorde par la présente pleine autorité financière à Clayton Anderson et Rebecca Anderson. Clayton, mon père. Rebecca, ma mère. La signature de grand-père en bas, tremblante, pas comme son écriture habituelle. J'avais vu sa signature sur des cartes d'anniversaire, sur des chèques,
sur l'acte de propriété de sa maison. Cela semblait faux, incertain, comme si quelqu'un avait guidé sa main. Dans la marge, au stylo rouge, l'écriture de grand-père, plus contrôlée, il. On dit que cela protège Colline de toute responsabilité légale si quelque chose m'arrive. L'avocat a dit de signer. Je ne comprends pas tous les mots. Je fais confiance à Clayton. Clippé à la procuration se trouvait le timbre du notaire. J'ai regardé de plus près. Date d'expiration de la commission, novembre 2024. Le document a été notarié en janvier 2025, 2 mois après l'expiration de la commission du notaire. Invalide. La notarisation était invalide, ce qui signifiait que le document pourrait être invalide, ce qui signifiait que tout ce qu'ils avaient fait avec pourrait être invalide. J'ai mis la procuration de côté et j'ai pris la pile suivante. Relevé. Bancaire. First National Bank de Cedar Falls. Compte se terminant par 8823. Le compte d'épargne de grand-père. Celui qu'il avait ouvert lorsqu'il a commencé à travailler au syndicat des charpentiers en 1972. Janvier 2025. Solde d'ouverture. 318 640 $. Une vie d'épargne prudente. De ne jamais prendre de vacances qu'il ne pouvait pas se permettre. De conduire le même camion pendant 15 ans, de réparer les choses lui-même au lieu d'embaucher des réparateurs. Relevé de février, transfert de 62 000 $. Bénéficiaire, Anderson Family Trust. Avril. 45 000 $. Juin, 38 000 $. Août, 29 000 $. Novembre, 9 000 $. Solde final. Novembre 2025, 183 $. Dans les marges de chaque relevé, les notes de grand-père, écriture tremblante, question posée à Clayton, où va l'argent? Il a dit des investissements pour tes futurs soins, papa, fais-moi confiance. Mais les frais d'établissement sont de 5800 $ par mois. Où va le reste? Sur le relevé d'avril, appelez la banque. Ils ont dit que les transferts étaient autorisés par procuration. Je ne me souviens pas avoir autorisé. J'ai demandé à Rebecca. Elle a pleuré. Elle a dit que j'oubliais des choses, que je me perdais. Peut-être qu'elle a raison. J'avais envie de crier. Il n'était pas confus. Il le faisait douter d'eux. Lui-même, lui prenait son argent et lui faisait croire qu'il perdait la tête. Agrafe au relevé, une impression de l'activité du compte Anderson Family Trust. J'ai parcouru les dépenses. Remboursement de dette de carte de crédit, 156 000 $. Achat de véhicule, 68 000 $. Voyage de luxe, 38 000 $. Amélioration de la maison, 21 000 $. Ils avaient pris ces économies et remboursé leurs dettes, s'étaient acheté une nouvelle voiture, étaient partis en vacances, avaient rénové leur maison, tout en lui disant que c'était des investissements pour ses soins. Document suivant, une hypothèque inversée. Propriété, 523 Oak Avenue. Montant du prêt, 185 000 $. Date, 18 mars 2025. Motif indiqué sur la demande. Dépenses médicales et modifications d'accessibilité de la maison. La note de grand-père en marge, ils ont dit que cela paie pour une rampe pour fauteuil roulant et du matériel médical. Je ne suis pas en fauteuil roulant. Pourquoi? Ai-je besoin de cela? Clayton dit planification préventive. J'ai signé des papiers à la banque. Très confus ce jour-là. Clippé derrière, un avis d'accélération de prêt daté du 30 juin 2025. L'emprunteur a définitivement quitté la propriété à compter du 15 juin 2025. Conformément aux termes de l'hypothèque inversée, le solde total du prêt de 185 622 $ est maintenant dû et payable. Il avait déménagé à l'établissement le 15 juin. 2 semaines plus tard, l'hypothèque inversée devenait due, ce qui signifiait qu'il devrait
Vendre la maison pour la rembourser. Document suivant, un acte de garantie. Bureau des registres du comté de Black Hawk. 12 septembre 2025. 523 Oak Avenue. Vendu à Heartland Residential. Property LLC pour $285 000. Vendeur, Vincent Harper via son mandataire. Clayton Anderson, conformément à la procuration datée du 15 janvier 2025. Revenu. $285 000, $185 622 égale $99 378. Déposé au Anderson Family Trust. Ma maison. D'enfance, la maison où grand-père m'avait élevé, l'atelier où il m'avait tout appris. Vendu sans qu'il ne comprenne vraiment, sans que je le sache. Attaché à l'acte, l'enregistrement commercial de Heartland Residential Property LLC. Agent enregistré, Rebecca Anderson. Adresse commerciale, l'adresse de mes parents. Ils avaient vendu sa maison à leur propre entreprise. Puis 3 semaines plus tard, selon un autre document de la pile, ils l'avaient revendu à un véritable acheteur pour $312 000, soit un profit de $27 000. Ils avaient extrait de l'argent 3 fois de cette maison, l'argent de l'hypothèque. Inversé, le produit de la vente, le profit de la revente rapide. J'ai fait le calcul au dos d'un des relevés. Compte d'épargne, $183 000. Hypothèque inversée, $185 000. Vente de maison, $97 000. Total, $465 000. Près d'un demi-million disparu en 10 mois. Le document suivant m'a coupé le souffle. Formulaire de désignation de bénéficiaire. Le compte de pension de grand-père. Le fonds de retraite qu'il avait gagné en 43 ans en tant que charpentier syndiqué. Bénéficiaire initial enregistré en 1998, Colin Anderson, petite fille, 100%. Nouveau formulaire de bénéficiaire daté du 8 novembre 2025, Rebecca Anderson, belle-fille, 100%. Mon nom barré, le sien. Écrit. La signature de grand-père en dessous, cette même signature tremblante. Et incertaine. Mais sous le formulaire se trouvait une lettre manuscrite sur papier de cahier daté du 10 novembre 2025. Ma chérie, si tu lis ceci, je suis parti et je t'ai échoué. Ils m'ont dit que tu étais trop occupé par ta carrière pour gérer les affaires de succession. Ils ont dit que nommer Rebecca bénéficiaire était plus simple. J'ai signé. Je suis désolé. J'ai essayé de t'appeler après pour demander si cela te convenait. Le téléphone ne fonctionnait pas. Ils ont dit que tu avais changé de numéro. J'aurais dû savoir mieux. Je te laisse ce sac parce que c'est tout ce qui me reste à te donner, la vérité. Ne les laisse pas gagner. Je t'aime. Les mots « Je t'aime » étaient soulignés 3 fois. Le stylo avait appuyé si fort qu'il avait marqué le papier. Je me suis assise sur le lit dépouillé dans cette pièce vide et j'ai tenu ça. Lettre, et j'ai finalement laissé ma peine éclater. Pas les pleurs contrôlés d'eux. La voiture. C'était le genre de chagrin qui vous plie en deux, qui vous fait faire des sons que vous ne saviez pas pouvoir faire, qui vous laisse vide. Quand j'ai pu respirer à nouveau, j'ai regardé le dernier objet dans le sac, un petit carnet à spirale, couverture bleue, écrit de la main de grand-père. Journal. Juin 2025. J'ai ouvert à la première page. Jour 1, 15 juin 2025. Ils m'ont emmené à cet endroit aujourd'hui, Riverside Meadows. Ils ont dit que c'était mieux pour moi. J'ai demandé des nouvelles de Colin. Rebecca a dit qu'elle était très occupée par le travail. Je la verrai bientôt. La chambre est petite. Mais la fenêtre donne sur le parking. Je peux guetter sa voiture. J'ai tourné la page. Jour 3. J'ai essayé d'appeler Colin. Le numéro ne fonctionne pas. Ils ont dit qu'elle avait dû le changer. Cela me semble étrange. Elle m'aurait prévenu, n'est-ce pas?
Jour 5. J'ai demandé à l'infirmière de m'aider à appeler. Elle a dit que la famille avait demandé de ne pas faire d'appels extérieurs pour éviter la confusion. Je ne suis pas confus. Je veux juste parler à ma petite fille. Jour 8. Clayton est venu me rendre visite. Aujourd'hui, je lui ai posé des questions sur ma maison, sur l'argent de mes économies. Il m'a tapoté la main et a dit « Ne t'inquiète pas, papa. Nous occupons de tout. Concentre-toi juste sur le repos. » Mais je ne peux pas me reposer. Quelque chose ne va pas. Page après page, l'écriture devenait plus tremblante, la confusion s'intensifiait. Mais sous tout cela, une clarté. Il savait. Il savait que quelque chose n'allait pas. Jour 23. J'ai entendu Rebecca au téléphone dans le couloir. Elle a dit, le vieil homme ne cesse de poser des questions. Suis-je le vieil homme? Pourquoi parlerait-elle de moi comme ça? Jour 35. J'ai trouvé un relevé bancaire dans le courrier qu'ils ont oublié de prendre. Mon compte d'épargne à 183 $. J'avais plus de 300 000 $. Où est passé l'argent? Quand j'ai demandé à Clayton, il a dit que je devais mal me souvenir, que je n'avais jamais eu autant, mais je connais mon propre compte. Je le vérifiais tous les mois pendant 50 ans. Jour 56. Colin me manque. Cela fait 8 semaines. Elle venait tous les dimanches. Nous prenions des crêpes. Je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai mangé des crêpes. J'ai demandé à Rebecca de la mener. Rebecca s'est énervée. Elle a dit que je mettais trop de pression sur Colin, que Colin avait sa propre vie, que je devais la laisser partir. Mais je ne l'ai jamais retenue. N'est-ce pas? Les entrées se sont poursuivies pendant des mois. L'été est devenu l'automne. L'automne est devenu l'hiver. L'écriture se détériorait, mais la conscience ne partait jamais tout à fait. Mois 4, novembre quelque chose. Je ne connais pas la date exacte. Ils ont changé le bénéficiaire de ma pension. Ils ont dit que c'était pour des raisons fiscales. Je ne comprends pas les impôts. J'ai signé où ils m'ont dit de signer. Mais après, je me suis senti mal. 7. Pension était censée aller à Colin. C'est tout ce que j'ai à lui laisser. Jour 201, décembre. Patricia m'a dit que j'étais malade. Cancer. Elle m'a demandé si je savais. J'ai dit oui, mais je ne suis pas sûr de l'avoir su. Pas vraiment. M'ont-ils dit? Je ne me souviens plus. Je suis si fatigué, mais je dois me souvenir. Pour Colin, je dois tout écrire avant d'oublier. Les dernières entrées dataient de début mars, quelques jours avant sa mort. 1er mars 2026. Patricia m'a aidé à photocopier tous les documents qu'ils ont laissés dans ma chambre. Ils pensent que je suis trop absent pour m'en rendre compte. Mais je me rends compte. Je remarque tout. Je cache les copies dans ce sac. Patricia a promis qu'elle les donnera à Colin quand je serai parti. 3. Mars 2026. Je suis en train de mourir. Ils m'ont dit aujourd'hui qu'il me restait peut-être une semaine. J'ai demandé s'ils avaient appelé Colin. Ils ont dit oui, mais je sais qu'ils mentent. Elle serait venue si elle avait su. Elle venait toujours. C'est ainsi que je sais qu'ils mentent. Je lui laisse la vérité. C'est tout ce qui me reste à lui donner. Je t'aime, ma chérie. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger d'eux, mais peut-être que la vérité le peut. Ne les laisse pas gagner. Pas pour moi. Pour toi. Tu mérites mieux que ce qu'ils nous ont fait. La dernière page, écrite au crayon, à peine lisible. Dimanche matin. Les crêpes me manquent. Colin me manque. La maison me manque. Mais je n'ai pas peur. J'ai fait ce que j'ai pu.
Le reste dépend d'elle. Elle est forte. Plus forte qu'ils ne le savent. Elle finira ça. J'ai fermé le carnet. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à le tenir. Patricia avait dit qu'il revenait demain. Ils avaient accès à son téléphone, son ordinateur portable, ses comptes. Ils prévoyaient de supprimer des preuves, de boucler les choses. Ils ne savaient pas pour le sac. Ne savaient pas que Patricia avait promis de l'aider. Ne savaient pas qu'il avait passé ces derniers mois à construire un dossier contre eux. J'ai tout remis soigneusement dans le sac en toile. De la même manière que grand-père aurait organisé ses outils, tout en ordre, tout avec un but. Il était presque minuit quand je suis rentré. J'ai étalé les documents sur ma table de cuisine, fait du café et commencé à prendre des notes. À 3 heures du matin, j'avais une chronologie. À 5 heures, j'avais une liste de ce que je devais faire. À 7 heures, je cherchais des avocats spécialisés dans les abus financiers envers les personnes âgées. Daniel Brox, 20 ans de pratique, bureau dans le centre-ville de Cedar Falls. Son site web disait « Protéger les seniors de l'Iowa contre l'exploitation et la fraude ». Les avis mentionnaient des cas réussis contre des membres de la famille qui avaient volé des proches âgés. J'ai appelé à 9 heures précises, à l'ouverture de son bureau. La réceptionniste a dit qu'il était réservé pour des semaines. J'ai dit que c'était une urgence impliquant l'exploitation financière des personnes âgées et une victime en phase terminale qui venait de décéder. Elle m'a mise en attente. 2 minutes plus tard, elle est revenue. Monsieur Brox peut vous voir demain à 10 heures. Pouvez-vous apporter toute la documentation? J'ai passé le dimanche à tout organiser, à créer une feuille de calcul, à faire correspondre les transferts aux dates, à surligner les anomalies, à trouver des modèles. Lundi matin, je me suis assise dans le bureau de Daniel Brox avec le sac en toile et ma feuille de calcul, et je lui ai tout raconté. Il avait peut-être 55 ans, les tempes grises, des lunettes de lecture. Il a écouté sans m'interrompre. A pris des notes, a posé des questions de clarification. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière. Mademoiselle Anderson, en 20 ans de pratique du droit des personnes âgées, j'ai vu beaucoup de cas. C'est l'un des cas d'exploitation financière les mieux documentés et les plus clairs que j'ai rencontrés. Il a tapoté la pile de documents. La procuration a été obtenue alors que votre grand-père avait des capacités diminuées. La commission du notaire a expiré. Cela seul pourrait invalider tout le document. Des transferts systématiques, une fraude par hypothèque inversée, la vente de la maison à une entreprise qu'il contrôle, des changements de bénéficiaires, l'isolement du principal aidant. Vous, et le journal de votre grand-père fournissant un témoignage de première main. Il m'a regardé. Vous avez 2 chemins, civil et pénal. Au civil, nous poursuivons pour le retour des actifs, annulons la procuration, inversons les transferts lorsque cela est possible. Au pénal, nous portons cela devant le procureur et engageons des poursuites pour exploitation financière d'une personne âgée. C'est un crime en loi. Pouvons-nous faire les deux? Nous le pouvons. Cela arrive fréquemment dans des cas comme celui-ci. L'affaire civile vous permet d'obtenir une restitution. L'affaire pénale vous rend justice. Combien cela coûtera-t-il? Mes honoraires pour une affaire de cette taille s'élèvent à 15 000 $. Cela couvre les dépôts initiaux, la découverte, les dépositions. Si cela va en procès, des frais supplémentaires s'appliquent. Mais honnêtement, je ne pense pas que cela ira en procès. Les preuves sont accablantes. Ils essaieront probablement de s'arranger. J'avais 12 000 $ d'économie, mon fonds d'urgence. De l'argent que j'avais mis de côté pour acheter une maison un jour. Je peux payer 11 000 $ maintenant et le reste dans 2 mois quand je serai payé. Il a hoché la tête. Ça marche.
Laissez-moi rédiger le contrat de provision. J'ai signé 1 heure plus tard, j'ai transféré l'argent cet après-midi-là. Le mercredi, Daniel avait déposé des assignations à comparaître, des relevés bancaires, des registres de propriété du comté, des dossiers de la société d'hypothèque inversée, des dossiers médicaux de Riverside Meadows. Les preuves ont commencé à s'accumuler. Surveillance vidéo de la First National Bank le 18 février 2025, le jour où l'un des gros transferts a eu lieu. La vidéo montrait mes parents accompagnant mon grand-père à la banque. Ils semblaient confus, désorientés. Ma mère parlait au guichetier pendant que mon père se tenait près de grand-père, une main sur son coude, le guidant ou le contrôlant. Lorsque le guichetier a demandé à grand-père de vérifier le transfert, il a regardé ma mère. Elle a hoché la tête. Il a hoché la tête. Le transfert a été effectué. Daniel a engagé un expert en écriture médico-légale. Les signatures sur la procuration et les changements de bénéficiaires ont été examinés. Le rapport de l'expert, les signatures présentent des caractéristiques compatibles avec la contrainte ou une altération cognitive. Le sujet semble avoir été incertain ou guidé lors de la signature. 85% de probabilité que les signatures aient été obtenues de manière irrégulière. Nous avons obtenu les journaux d'adresse IP pour les transferts bancaires en ligne. 3 des transferts, totalisant 96 000 $, ont été initiés à partir d'adresses IP tracées au téléphone portable de ma mère. Le médecin traitant de grand-père, le docteur Helen Murphy, a fourni une déclaration. En décembre 2024, lorsque grand-père a commencé à présenter des problèmes de mémoire, elle avait spécifiquement conseillé à la famille, Vincent ne devrait pas prendre de décisions financières importantes sans un avocat indépendant et une évaluation approfondie de ses capacités. Elle a documenté cet avis dans son dossier médical en janvier 2025, lorsque la procuration a été signée. Il n'y a eu aucune évaluation des capacités, aucun avocat indépendant, juste mes parents et un avocat dont le nom figurait sur plusieurs autres cas d'exploitation des personnes âgées que Daniel avait traitées. Le 17 mars, Daniel avait compilé un dossier de preuves de 467 pages. C'est l'affaire la plus solide que j'ai montée depuis des années, a-t-il dit. Nous avons les moyens, le mobile, l'opportunité et la documentation. Votre grand-père a essentiellement construit le dossier de l'accusation pour eux avant de mourir. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous décidons. Voulez-vous que je le présente au procureur? J'ai pensé à grand-père assis dans cette pièce, regardant le parking, m'attendant, écrivant dans son journal. Documentant leur trahison, accumulant des preuves pour que même s'il ne pouvait pas les combattre lui-même, je le puisse. Oui, donnez-le au procureur. Jeudi 12 mars. J'enseignais la division longue à mes élèves de 4e année. Quand mon téléphone a vibré. SMS de Daniel, le procureur a examiné les preuves. Il porte des accusations criminelles, 5 chefs d'accusation. Exploitation financière d'une personne âgée, 2 chefs d'accusation. Vol au premier degré, faux, pratique frauduleuse, possible 25 à 50 ans combinés. Mandat d'arrêt émis. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai relu le SMS. 25 à 50 ans. Mes parents avaient 53 et 51 ans. S'ils purgeaient ne serait-ce qu'une fraction de cette peine, ils seraient eux-mêmes âgés à l'heure sortie. S'ils sortaient avant que je ne dépose quoi que ce soit de légal, avant que le procureur ne soit impliqué, je devais les confronter moi-même. Daniel me l'a déconseillé. Laissez le système s'en occuper. Ne leur donnez pas la chance d'expliquer ou de manipuler. Mais j'avais besoin de l'entendre d'eux. J'avais besoin de leur donner une chance de dire la vérité. Jeudi soir, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix joyeuse, détendue par les vacances. Colline, chérie, comment vas-tu? Nous
Sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu être là. J'ai besoin de vous. Parlez de la succession de grand-père. Bien sûr, nous serons de retour. Samedi. Nous pourrons nous asseoir et tout examiner ensemble. Je suis sûr qu'il y a des biens que nous devrons faire homologuer. Où est son argent? Silence. 3 secondes. 4. Je suis désolé. Son compte d'épargne. Où est l'argent? Chérie, je ne sais pas de quoi tu parles. Les finances de ton grand-père étaient compliquées. Nous l'aidions à gérer. L'aider à gérer en transférant 318 000 $, en prenant une hypothèque inversée sur sa maison, puis en la vendant à une entreprise que vous possédez. Silence plus long. J'entendais les vagues en arrière-plan. Toujours sur la plage, toujours à profiter de la vie. Tant qu'il le pouvait. Colline, la voix de mon père maintenant. Il avait pris le téléphone. Je n'apprécie pas tonton. Nous avons tout fait légalement. Nous avions une procuration. Nous avons pris des décisions dans le meilleur intérêt de ton grand-père. Son meilleur intérêt? Il est mort dans un établissement qu'il ne comprenait pas, pensant que je l'avais abandonné. Pendant que vous dépensiez son argent en vacances, en voiture et en remboursant vos dettes. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ton grand-père était en déclin. Il avait besoin d'aide. Nous l'avons fourni. Chaque transaction a été autorisée. Autorisée par une procuration avec un timbre de notaire expiré? Autorisée alors qu'il avait des capacités diminuées et pas de conseiller juridique indépendant. Silence. Comment as-tu su pour le notaire? La voix de ma mère serrée, effrayée. Je sais tout. J'ai tous ces relevés bancaires, les transferts d'actes, les documents d'hypothèque inversés, son journal où il a écrit comment vous l'avez isolé de moi, comment vous nous avez menti à tous les deux, comment vous avez bloqué mon numéro sur son téléphone. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas, j'ai son journal, maman. Il a tout documenté. Chaque visite, chaque mensonge que vous lui avez dit. Chaque fois qu'il a essayé de me joindre et n'a pas pu, 8 mois d'entrée. Mon père de nouveau. Tu dois faire attention à ne pas faire d'accusations que tu ne peux pas prouver. Je peux tout prouver. J'ai la vidéo de la banque. Les journaux IP montrant les transferts depuis votre téléphone, les dossiers médicaux montrant que vous l'avez empêché de suivre un traitement agressif contre le cancer, le témoignage de son infirmière. Son infirmière, Patricia. Elle n'avait aucun droit. Elle avait tous les droits. Il lui a demandé de me donner la vérité, et elle l'a fait. Tout. Le sac en toile entier rempli de preuves qu'il a passé ces derniers mois à collecter. Je les ai entendus chuchoter l'un à l'autre. Frénétique, urgent. Colline. La voix de ma mère était différente maintenant. Plus dure. Tu es en deuil. Tu ne penses pas. Clairement. Nous comprenons, mais tu dois être très prudente quant aux accusations que tu portes, surtout celles qui sont infondées. Il pourrait y avoir des conséquences légales pour diffamation. Conséquences légales. Vous voulez parler de conséquences légales? Nous allons raccrocher maintenant. Quand nous serons rentrés, nous pourrons en discuter calmement avec notre avocat. Bonne idée. Mon avocat sera là aussi, ainsi que le procureur qui porte 5 chefs d'accusation criminels contre vous. Silence. Silence complet. Même le bruit des vagues en arrière-plan semblait disparaître. Tu as engagé un avocat. Oui. Et demain, des mandats d'arrêt seront émis pour exploitation financière d'une personne âgée, vol, faux et fraude. Profitez du reste de vos vacances. C'est probablement votre dernière pour environ 25 ans. J'ai raccroché. 6 minutes plus tard, mon email a sonné. Objet, mise en demeure. Succession de Vincent Harper, de Baxter et Klein Legal Group.
Mes parents avaient un avocat en titre. L'email menaçait de poursuites judiciaires. Pour harcèlement, diffamation et ingérence dans l'administration de l'État. Il exigeait que je cesse immédiatement de porter de fausses accusations. Je l'ai transmis à Daniel. Sa réponse est arrivée en moins d'une minute. Intimidation. Standard. Ignorez-le. Il panique. C'est bon pour nous. Vendredi matin, la campagne de diffamation a commencé. Un email a été envoyé à 15 membres de la famille, des cousins que je connaissais à peine, des tantes et des oncles qui n'avaient jamais pris la peine de rendre visite à grand-père. Le tout depuis le compte de ma mère. Objet, inquiétude concernant Colline. Corps, chère famille, c'est avec le cœur lourd que nous vous informons que Colline traverse une période très difficile suite au décès de papa. Elle porte des accusations très préoccupantes concernant la gestion des finances de papa. Nous avons parlé à ses médecins et ils pensent qu'elle souffre d'une crise de santé mentale due au deuil. Nous demandons à tout le monde de ne pas l'aborder sur ce sujet tant qu'elle n'aura pas obtenu l'aide dont elle a besoin. Nous l'aimons tellement et voulons juste qu'elle se porte bien. Veuillez la garder dans vos prières. Avec amour, Rebecca et Clayton. À midi, j'avais reçu 5 appels. Tante Jennifer, chérie, tu vas bien? Ta maman a dit que tu n'allais pas bien. Cousine Bette, juste pour prendre de tes nouvelles. J'ai entendu dire que tu traversais quelque chose. Le frère de mon père, Colline, je sais que le deuil est difficile, mais tu ne peux pas te promener en portant des accusations. Il m'isolait de la même manière qu'il avait isolé grand-père, faisant douter les gens de moi, me faisant passer pour instable. Puis le message Facebook public, sur le compte de ma mère, notre famille traverse une période difficile. Veuillez garder ma fille dans vos prières alors qu'elle gère le décès de son grand-père. Le deuil peut se manifester de manière inattendue. Nous sommes là pour elle et espérons qu'elle trouvera la paix bientôt. 83 j'aime, 24 commentaires de soutien. Prière. Pour votre famille. La santé mentale est si importante. Restez forte. Aucune mention de mon nom. Aucune accusation directe. Juste des implications prudentes. Une dénégation plausible. Un commentaire d'un inconnu, c'est exactement pourquoi les familles doivent rester unies et ne pas laisser les avocats s'en mêler. Si triste. Samedi matin, Daniel a appelé. Ils ont déposé une requête en tutelle. Une audience d'urgence est prévue pour mercredi. Ils affirment que vous êtes incapable à cause du chagrin et incapable de prendre des décisions saines. Ils veulent être nommés vos tuteurs légaux. J'ai ri. C'était tellement absurde. J'ai 28 ans. J'ai un emploi à temps plein. Je paie mes factures. Je suis parfaitement compétente. Je sais que ça n'ira nulle part, mais c'est une tactique. Du harcèlement, pour faire monter vos frais juridiques, pour vous faire passer pour instable auprès de la famille élargie. Cela leur coûtera environ 8 000 $ pour déposer cela et ce sera immédiatement rejeté. Laissez-les gaspiller leur argent. Le dimanche, j'étais épuisé émotionnellement, physiquement. J'avais à peine dormi, à peine mangé. Le week-end avait été un tourbillon d'appels téléphoniques. Et de courriels et de publications sur les réseaux sociaux auxquels je devais me forcer à ne pas répondre. J'ai conduit jusqu'à la maison de grand-père, celle qui avait été vendue. Je ne savais pas si les nouveaux propriétaires avaient emménagé. J'avais juste besoin de la voir. Le panneau « à vendre » avait disparu. Une autre voiture dans l'allée. Des rideaux aux fenêtres que je ne reconnaissais pas. Je me suis assise dans ma voiture de l'autre côté de la rue. Et je l'ai regardé. Le revêtement blanc, l'atelier à l'arrière, le porche où grand-père avait l'habitude de s'asseoir les soirs d'été, la maison de quelqu'un d'autre maintenant. J'ai pleuré.
Pas le chagrin des funérailles, pas la colère. De découvrir le vol, juste la perte. Pure, simple perte d'un endroit qui avait signifié maison. Mercredi 20 mars. Audience de tutelle, palais de justice du comté de Black Hawk. L'avocate de mes parents était une femme soignée d'une quarantaine d'années. Elle a présenté des preuves, copies de mes emails agressifs à mes parents. Capture d'écran de mon obsession pour les documents financiers, témoignage de ma mère sur mon comportement erratique depuis le décès de grand-père. Daniela. Répliqué avec mes dossiers d'emploi, d'excellentes évaluations de performance. De ma directrice. Aucune mesure disciplinaire, aucune préoccupation concernant mon enseignement. Une lettre de mon médecin attestant que j'étais en bonne santé physique et mentale. La juge, Sharon O'Brien, peut-être 60 ans, des yeux perçants, a écouté les deux parties pendant environ 30 minutes. Puis elle a levé la main. J'en ai assez entendu. Mademoiselle Anderson a un emploi stable, un dossier médical vierge et aucun antécédent de problème de santé mentale. La seule preuve d'une prétendue instabilité provient des requérants qui sont eux-mêmes sous enquête pour exploitation financière du défunt. Cette requête semble être des représailles plutôt qu'une protection. Requête refusée. Elle a regardé mes parents. De plus, je vous ordonne de payer les frais juridiques de Mademoiselle Anderson liés à cette audience, 3 800 $. Et je renvoie cette affaire au bureau du procureur pour enquête sur les allégations financières sous-jacentes. Le visage de ma mère est devenu blanc. Mon père a regardé la table. Nous sommes sortis du palais de justice. Daniel m'a tiré à part. Ça va. Exactement comme nous le voulons. Le procureur a déjà le dossier de preuve. La juge leur a juste donné une raison de plus d'aller de l'avant. Lundi 23 mars. Je corrigeais des copies pendant ma pause déjeuner quand Daniel a appelé. Le procureur a déposé des accusations ce matin. 5 chefs d'accusation criminelle, 2 chefs d'accusation d'exploitation financière d'une personne âgée, vol au premier degré, faux, pratique frauduleuse, mandat d'arrêt émis. Savez-vous où sont vos parents? Ils sont revenus des Caraïbes la semaine dernière. Chez eux, je crois. Bien. Les mandats seront exécutés dans les 48 heures. Mercredi 25 mars, 15h45. Aéroport international de Des Moines. Je n'étais pas là, mais Daniel a eu les détails des agents qui ont procédé à l'arrestation. Mes parents ont traversé la zone de récupération des bagages, bronzés, reposés. Tirant des valises avec des étiquettes des îles turques et caïques encore attachées. 2 détectives se sont approchés. Clayton Anderson, Rebecca Anderson, bureau du shérif du comté de Black Hawk. Vous êtes tous deux arrêtés. Pour exploitation financière d'une personne âgée, vol et falsification. Là, à l'aéroport, devant les voyageurs, alors qu'ils étaient encore dans leur vêtements de vacances, souriant de leur voyage, menottes, droit Miranda, les valises laissées au sol. J'ai reçu l'appel à 16h15. Ils sont en garde à vue. Comparution demain matin. Jeudi 26 mars, 9h. Je me suis assise dans la galerie du tribunal avec Daniel. Mes parents ont été amenés vêtus de combinaisons oranges, celles de la prison du comté. Ma mère avait l'air d'avoir pleuré. Mon père avait l'air furieux. Les accusations ont été lues à haute voix. Chacune, exploitation financière d'une personne âgée, crime de classe C, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans. Vol au premier degré, crime de classe C, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans. Faux, crime de classe D, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans. Pratique frauduleuse, crime de classe D, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans. La juge a demandé comment il plaidait. Non. Coupable. Les deux, fermes. La caution a été fixée à 50 000 $ chacun, soit 100 000 $ au total. Compte tenu
Des preuves substantielles de crimes financiers, du récent voyage international. Prolongé des défendeurs pendant les funérailles de la victime et du risque de fuite, la caution est fixée à 50 000 $ chacun. Les défendeurs doivent remettre leur passeport. Les déplacements sont limités à l'Iowa. Tous les comptes bancaires et actifs liés aux infractions alléguées sont par la présente gelés en attendant la résolution de cette affaire. Gel des actifs. Ils ne pouvaient toucher à aucun des fonds qu'ils avaient pris, ne pouvaient accéder aux comptes, ne pouvaient rien vendre. À 17 h, ils avaient payé la caution, en utilisant des avances de fonds sur leur carte de crédit. L'une des rares ressources financières non encore gelées. Libres mais piégés. En attendant leur procès. Vendredi 27 mars. L'audience préliminaire était prévue pour le 15 mai. Si la juge trouvait une cause probable, l'affaire irait en procès. Probablement en juin ou juillet. Ils essaieront de négocier un accord, a dit Daniel. Les preuves sont accablantes. Aller en procès serait un suicide. Je suppose que leur avocat contactera le procureur dans les prochaines semaines. Quel genre d'accord? Le meilleur cas pour eux. Plaide coupable pour les accusations d'exploitation. Laissez tomber les autres. Peine de prison minimale mais restitution et probation importante. Le pire cas, toutes les accusations. Col. 10 à 25 ans. Restitution complète plus pénalité. Que pensez-vous? Qu'il va se passer? Honnêtement, ils accepteront un accord, plaideront coupables pour les accusations principales, peut-être éviteront la prison entièrement, mais recevront une lourde probation et seront sommés de rembourser tout. 465 000 $ plus les intérêts et les frais juridiques. Ils devront rembourser cela pour le reste de leur vie. Samedi 28 mars. J'ai reçu un appel d'une certaine Madame Walsh, avocate dans le centre-ville de Cedar Falls. Mademoiselle Anderson, je vous appelle au sujet d'une affaire liée à la succession de votre grand-père. Il est venu me voir en juillet de l'année dernière. Il a dit qu'il devait faire des arrangements que sa famille ne devait pas connaître. Il a créé une fiducie et exécuté un testament avec moi. J'ai été chargé de vous contacter après son décès. Je l'ai rencontré cet après-midi-là. Elle m'a tendu une enveloppe scellée, pour Colin, écrit sur le devant de la main de grand-père. À l'intérieur, un testament daté du 23 juillet 2025. Témoigné par Madame Walsh et son assistante juridique. Moi, Vincent Harper, étant saint d'esprit et de corps, révoque par la présente tous les testaments et désignations de bénéficiaires antérieurs. Je laisse toute ma succession à ma petite-fille, Colin Anderson. Cela inclut, sans si limité, la propriété au 523 Oak Avenue, Cedar Falls, tous les comptes bancaires, tous les comptes de retraite, tous les biens personnels et toutes les polices d'assurance. Signé et notarié correctement, déposé auprès du comté. Votre grand-père était très clair, a dit Madame Walsh. Il m'a dit que son fils et sa belle-fille le pressaient de signer des documents qu'il ne comprenait pas entièrement. Il voulait s'assurer que, quoi qu'il arrive, vous hériteriez de tout. Mais ils ont vendu la maison, vidé ses comptes, changé les bénéficiaires. C'est pourquoi ce testament est si important. Tout ce qu'ils ont fait était frauduleux. Avec ce testament et les accusations criminelles, nous pouvons tout annuler. La vente de la maison, les transferts, tout. Cela prendra du temps, mais vous récupérerez ce qui vous revenait de droit. J'ai tenu le testament. La signature de grand-père. Forte, claire. Celle-ci n'était pas tremblante. Celle-ci était délibérée. Il avait su. Même en juillet, 9 mois avant sa mort, il avait su qu'il le volait. Et il m'avait protégé de la seule manière possible. Dimanche 29 mars, 10 h du matin. J'ai fait des crêpes dans mon appartement, je
Me suis assise à ma petite table, j'ai mis une deuxième assiette en face de moi. Vide. Ce n'était pas la même chose que sa cuisine. Ce n'était pas la même chose que la nappe à carreaux bleus et blancs. Mais le rituel comptait, le souvenir. J'ai mangé lentement, bu du café, regardé la chaise vide. Je l'ai fait. Grand-père, ai-je dit au silence. Ils vont payer. Peut-être pas en prison. Peut-être juste en argent et en réputation et pour le reste de leur vie. Mais ils vont payer. L'appartement était silencieux. Juste moi et le souvenir des dimanche matin et des crêpes et d'un homme qui s'était présenté à chaque fois que cela comptait. Lundi 30 mars. Daniel a appelé pour me donner des nouvelles. Le procureur a parlé à leur avocat. Ils envisagent l'idée d'un accord. Plaidoyer de culpabilité. Pour les deux chefs d'accusation d'exploitation. Abandon des autres. 5 ans de probation chacun. Pas de prison, mais 493 000 $ de restitution. Les 465 000 $. Qu'ils ont pris plus les intérêts et 28 000 $ de frais juridiques pour le compter. Travail communautaire obligatoire, casier judiciaire permanent. Pas de prison. C'est leur offre initiale. Le procureur n'a pas accepté. Personnellement, je pense que nous pouvons obtenir au moins une peine de prison. Mais même sans cela, la restitution les détruira. 493 000 $ qu'ils doivent rembourser. Leurs salaires seront saisis, leurs biens vendus. Ils le rembourseront pendant les 26 prochaines années. Laissez-moi y réfléchir. J'ai pensé à grand-père assis dans cette pièce, documentant tout, construisant le dossier, non par vengeance, mais par amour. Il avait voulu que j'aie la vérité, que j'aie la justice, mais il avait aussi voulu que j'aie la paix. Mardi 31 mars, 3 semaines et un jour après la mort de grand-père. Je me suis tenu dans ma classe après l'école, regardant les œuvres d'art de mes élèves sur les murs, des bonshommes allumettes et des dessins au crayon et des mots mal orthographiés qui me faisaient sourire. La vie normale, enseigner, corriger. Planifier des leçons. C'était toujours là, toujours réel. Mon téléphone a vibré. SMS de Daniel. L'avocat des parents a formellement proposé un accord au procureur. Coupable des deux chefs d'accusation d'exploitation, abandon des autres. 3 ans de probation, 465 000 $ de restitution, travail communautaire, pas de prison. Le procureur vous demande votre avis. Que voulez-vous? J'ai réfléchi à ce que je voulais. La prison, les regarder pourrir dans une cellule, les détruire comme ils avaient détruit les derniers mois de grand-père. Non, ce n'est pas ce que grand-père aurait voulu. Il avait construit un dossier. Pour la vérité, pour la justice, pas pour la vengeance. J'ai répondu par SMS. Quelle que soit la recommandation du procureur, je fais confiance au processus. La réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Le procureur accepte le plaidoyer avec des modifications. Coupable des chefs d'accusation d'exploitation, 5 ans de probation, pas 3, restitution plus frais, 1000 heures de travail communautaire. Ils l'accepteront. Audience formelle 2. Plaidoyer prévu pour fin avril. Vous n'aurez pas besoin d'être là si vous ne le souhaitez pas. J'y serai. Je voulais voir leur visage quand ils avoueraient ce qu'ils avaient fait. J'ai quitté l'école et j'ai conduit jusqu'au 523 Oak Avenue, je me suis assise dans ma voiture de l'autre côté de la rue. Les nouveaux propriétaires avaient installé une balançoire dans le jardin. Je pouvais voir des enfants jouer à travers la clôture, entendre leur rire. La maison avait une nouvelle vie. Maintenant, une vie différente. C'était bien. C'est comme ça que ça devait être. Je récupérerais l'argent éventuellement. Le système judiciaire annulerait la vente frauduleuse. Je serais de nouveau propriétaire de la maison. Mais je ne pensais pas y vivre. Trop de fantômes. Trop de pertes. Peut-être que je la
Vendrait à une famille avec des enfants. Des gens qui la rempliraient du genre. D'amour que grand-père l'avait rempli. Qui utiliserait l'atelier pour construire des choses? Qui aurait des traditions du dimanche matin à 7. Table de cuisine. Cela me semblait juste. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un SMS d'un numéro inconnu. Mademoiselle Anderson, c'est Patricia de Riverside Meadows. J'ai appris l'arrestation. Je suis tellement contente. Votre grand-père serait fier de vous. Si jamais vous voulez parler ou si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous lui avez rendu justice. C'est important. J'ai enregistré son numéro, j'ai répondu par SMS, merci d'avoir tenu votre promesse. Vous m'avez donné la vérité. C'est tout. J'ai conduit jusqu'à Riverside Meadows. Je n'y étais pas retourné depuis cette première nuit. J'ai monté au 2e étage. Chambre 217. Un nouveau résident. Maintenant. J'entendais une télévision à travers la porte. La grand-mère ou le grand-père de quelqu'un d'autre. L'histoire de quelqu'un d'autre. Mais je suis resté là 1 minute dans le couloir et je l'ai dit à voix haute. Je l'ai fini, grand-père, comme tu savais que je le ferais. Ils ne peuvent plus faire de mal à personne. Ils ne peuvent pas toucher à ce que tu m'as laissé. Et je vais bien. Je vais m'en sortir. La porte du couloir s'est ouverte. Patricia est sortie, m'a vu, a souri tristement. Je pensais que vous reviendriez. J'avais besoin de lui dire. Il sait. Elle l'a dit avec certitude. Où qu'il soit, il sait. Nous sommes restés là dans ce couloir. 2 personnes. Liées par un homme qui m'avait assez aimé pour se battre pour moi-même mourant. Qui avait fait confiance à une infirmière pour tenir une promesse, qui avait documenté la vérité pour qu'elle ne puisse pas être enterrée avec lui. Vous avez été gentil avec lui, ai-je dit. Pendant ces derniers mois, cela compte plus que vous ne le savez. Il était facile d'être gentil avec lui. Les yeux de Patricia se sont remplis. Je suis infirmière depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup de patients, mais je n'oublierai jamais votre grand-père. La façon dont il parlait de vous, l'espoir dans sa voix chaque fois que quelqu'un passait devant sa porte, le journal qu'il tenait. Il vous aimait tellement. Je l'aimais aussi. Je sais que vous l'aimiez. Il le savait aussi. C'est pourquoi il s'est battu si fort pour s'assurer que vous connaissiez la vérité. Même quand il était confus sur tant de choses, il n'a jamais été confus à ce sujet. J'ai quitté Riverside Meadows au coucher du soleil, je suis rentré chez moi. J'ai préparé le dîner, corrigé des copies, planifié la leçon de demain sur les fractions, la vie continuait, normale et étrange et douloureuse et bien, tout à la fois. Cette nuit-là, j'ai rouvert le journal de grand-père, j'ai relu la dernière entrée une dernière fois. Elle finira ça. Il avait eu raison. J'avais fini. L'affaire criminelle avançait. Les actifs seraient récupérés. La vérité était documentée et déposée et faisait désormais partie du dossier public. Mais la vraie fin n'était pas dans les tribunaux ou les mandats d'arrêt. Ou les ordonnances de restitution. C'était là. Je connaissais la vérité. Je savais qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer, jamais cessé de m'attendre, jamais cessé de se battre pour moi. Ils avaient volé son argent, sa maison, ses derniers mois. Mais ils n'avaient pas volé ce qui comptait le plus. Ils n'avaient pas volé sa voix, son témoignage, son amour qui était toujours là-dedans. Le journal, dans les lettres, dans la mémoire de Patricia, dans la mienne. Mon nom est Colin Anderson. J'ai 28 ans. Il y a 3 semaines, j'ai enterré mon grand-père seul, pendant que mes parents fêtaient sur une plage. Aujourd'hui, ils sont en liberté sous caution, face à des années de probation, de ruines financières et de casiers judiciaires qui les suivront pour toujours.
Justice n'a pas encore été pleinement rendue. Le procès est dans plusieurs mois. L'argent prendra des années à récupérer. L'atelier est la propriété de quelqu'un d'autre. La maison est partie. Mais j'ai quelque chose qu'ils ne pourront jamais prendre, j'ai la vérité. J'ai les preuves. J'ai le dernier cadeau de mon grand-père. Sa voix, sa documentation, sa conviction inébranlable que je finirais ce qu'il avait commencé. Il pensait pouvoir s'en tirer. Pensait qu'un vieil homme avec une mémoire défaillante ne pouvait pas riposter. Pensait que l'isolement, les paperasses et l'autorité légale les protégeraient. Ils avaient tort, car grand-père n'avait pas besoin d'être fort ou jeune ou légalement puissant pour gagner. Il avait juste besoin d'être minutieux, patient et désireux de laisser une feuille de route à quelqu'un qu'il aimait. Cette feuille de route a mené ici, au 31 mars 2026, à un moment où la trahison est exposée, les preuves sont déposées et les personnes qui lui ont fait du mal font enfin face aux conséquences. Ce n'est pas fini. Les affaires judiciaires prennent du temps. La guérison prend plus de temps. Mais je n'attends pas dans une pièce près d'une fenêtre, me demandant si quelqu'un viendra. Je ne suis pas assise seule à documenter des mensonges parce que personne n'écoutera. Je suis debout dans mon appartement, tenant le journal de mon grand-père, sachant qu'il s'est battu pour moi jusqu'à son dernier moment conscient et que je me suis battu pour lui après. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas de l'amertume. C'est de l'amour. Le véritable amour. Le genre qui se montre. Le genre qui construit des nichoirs et fait des crêpes et tient ses promesses et documente la vérité, même quand c'est difficile. Le genre d'amour qui ne se termine pas quand quelqu'un meurt. Ils ont voulu l'effacer. Effacer ce qu'il signifiait pour moi, effacer les années que nous avons passées ensemble. Ils ont échoué. Parce que le dimanche matin, je referai des crêpes. Je m'assoirai à ma table avec une chaise vide en face de moi. Je boirai du café et me souviendrai et saurai qu'il est toujours là. Dans le rituel, dans le souvenir, dans la vérité qui ne peut être supprimée. Cachée ou volée. Ils ont pris son argent, sa maison, sa dernière année. Mais ils n'ont pas pu prendre cela. La connaissance que j'étais aimé complètement. Inconditionnellement par un homme qui s'est présenté chaque jour pendant 17 ans. Et s'est battu pour moi-même quand il ne pouvait plus se battre pour lui-même. Cela vaut plus que 465 000 $. Cela vaut tout. 31 mars 2026. Jour 25 depuis que je l'ai enterré. Jour 1 de tout ce qui vient. Ensuite. L'attente commence pour le procès, pour la condamnation, pour la restitution, pour les résolutions légales finales. Mais je n'attends pas seul. Je porte grand-père en avant. Dans les plans d'atelier que je dessine, dans le fonds de bourse que j'établirai en son nom, dans la manière dont je me présenterai pour mes élèves, la manière dont il s'est présenté pour moi. C'est ainsi que se termine cette histoire. Pas par une victoire au tribunal ou une peine de prison ou de l'argent rendu, mais par un choix de porter l'amour en avant au lieu de laisser la trahison empoisonner ce qui reste. Ils ont essayé d'enterrer la vérité avec lui. Au lieu de cela, il les a enterrés avec elle. Et je suis celle qui est toujours debout, toujours à enseigner, toujours à faire des crêpes le dimanche matin, toujours là. Ce n'est pas seulement de la survie. C'est la victoire. La sorte silencieuse. La sorte qui se construit lentement, la sorte qui dure. Mon nom est Colin Anderson. J'ai 28 ans et je suis là. Petite fille de mon grand-père. Cela signifie que je me présente. Je tiens mes promesses. Je me bats pour la vérité. Même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Ils m'ont appris ce qu'une famille n'est pas. Il m'a appris ce qu'une famille est. Je sais quelles leçons je garde.